T'as vu la mère à Rennes, qui apparemment a gardé son enfant coupé du monde depuis sa naissance? Non, il s'est passé quoi? Bah en gros, un jour elle se présente à l'hôpital parce que son fils a fait un malaise, sauf que le gosse, il avait 14 ans mais il pesait 25 kilos. Il a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance, et là la mère, elle est mise en examen. Ah ouais, chaud, mais du coup elle doit risquer gros, non? Oui, plutôt. Déjà pour rappel, si elle est mise en examen, c'est qu'il existe contre la mère des indices graves et concordants qu'elle a commis une infraction pénale. Donc même si on n'a pas trop d'informations pour l'instant sur comment l'enfant vivait réellement, et que la mère dit que les accusations sont fausses, qu'elle était aux petits soins pour son enfant, et que celui-ci ne s'est jamais endormi en ayant faim, si elle a été mise en examen, c'est que en théorie, l'enquête a quand même révélé des choses qui vont dans le sens d'une infraction. Et les infractions pour lesquelles elle a été mise en examen, c'est soustraction par un parent à ses obligations légales compromettant la santé, la sécurité et l'éducation de son enfant, c'est puni par 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Et l'autre infraction, c'est privation de soins ou d'aliments compromettant la santé d'un mineur de moins de 15 ans par un ascendant ou par personne ayant autorité. Les peines, c'est 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende. Les deux infractions que je viens de citer, elles ont pour but de protéger les enfants, notamment en punissant les parents qui ne respecteraient pas leurs devoirs parentaux. Et l'un des premiers devoirs du parent, c'est d'entretenir et de protéger ton enfant. Ça implique de le nourrir correctement, de l'héberger dans des conditions décentes et de veiller à la santé de l'enfant, par exemple en l'emmenant chez le médecin quand c'est nécessaire. Et parmi les devoirs qui pèsent sur les parents, il y a aussi celui d'éduquer son enfant, ce qui passe par l'instruction obligatoire. Or, dans cette affaire, l'enfant, il n'est visiblement pas scolarisé. La mère dit qu'elle lui faisait l'école à la maison, mais a priori, elle ne lui donne pas l'instruction à la maison dans les conditions légales, c'est-à-dire qu'elle n'y a pas été autorisée. Ça, c'est puni par une amende de 1 500 euros. Enfin, à cet enfant, il n'a pas été déclaré à la naissance. Et pour info, la déclaration de naissance, c'est obligatoire pour tout enfant qui est né en France. Sachant que si ça n'est pas fait dans les délais prévus par la loi, le parent risque une peine de 6 mois d'emprisonnement et de 3 500 euros d'amende. T'as peut-être dû passer cette vidéo. Afficher les suppressions récentes, aka afficher ce que ton gars a voulu te cacher. Faites-le, je viens d'apprendre. Je me trompais depuis un mois. Je sais pas si vous le savez, mais le fait d'accéder à la correspondance de quelqu'un sans son autorisation, donc par exemple en prenant un téléphone qui n'est pas le sien et en allant voir les SMS, les mails, etc., c'est une infraction pénale qui est punie d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Sachant que les peines, elles montent si jamais l'infraction elle est réalisée contre son mari, sa femme, le partenaire avec qui on est lié par un pax, ou bien son concubin ou sa concubine. Et il y a forcément des gens qui diront que de toute façon la justice française est laxiste, que si jamais tu commets cette infraction pénale-là, il ne pourra rien t'arriver. Et statistiquement, oui, il y a probablement des milliers de personnes qui ont accédé aux correspondances de quelqu'un d'autre de manière frauduleuse à qui il n'est absolument rien arrivé. Mais le risque d'en faire un TikTok, c'est que si jamais par exemple c'est ton copain ou ta copine, imagine que ça se passe hyper mal, la personne va à la police, porte plainte, la personne aura une preuve très concrète du fait que tu as bien commis l'infraction, puisqu'il a une vidéo où tu dis toi-même que tu as fouillé dans ses messages sans son autorisation. C'est quand même un risque que tu prends et il faut quand même en être conscient parce que tu auras du mal à nier la chose parce qu'elle aura une preuve concrète de ce que tu auras fait. Je suis en arrêt là pour plusieurs semaines, mais franchement j'en peux déjà plus. Bah pars non? Partir? Mais tu veux que j'aille où? Bah n'importe où, prends des vacances si ça peut te faire du bien. Mais non, impossible. Si je suis en arrêt, j'ai pas le droit de partir en vacances. Et si tu peux? Pendant ton arrêt maladie, tu dois respecter ce que le médecin t'a prescrit. Et ton médecin peut te prescrire une convalescence hors de ton domicile, soit dans un but thérapeutique, soit parce que tu lui as demandé. Et dans tous les cas, même en dehors de ce cas, donc même en dehors d'une prescription du médecin d'une convalescence hors du domicile, rien ne t'interdit de partir de chez toi pendant ton arrêt maladie, si les prescriptions du médecin ne vont pas à l'encontre de ça. Mais il y a quand même quelques règles. Si tu pars de ton domicile pour prendre des vacances, mais que tu ne quittes pas ton département, tu peux faire ta vie sans aucun problème, t'as pas besoin d'autorisation. Tu dois juste informer la CPAM, donc la caisse primaire d'assurance maladie, et ton employeur, notamment en indiquant l'adresse où tu vas aller sur l'arrêt de travail que t'en mettra ton médecin. Par contre, si tu veux quitter ton département pendant ton arrêt, là les règles elles changent. Tu devras demander l'autorisation de la CPAM, soit par courrier, soit directement sur le site amélie.fr, et si ta demande est acceptée, tu devras informer ton employeur, qui n'aura par contre pas son mot à dire. C'est juste une information, pas une autorisation de la part de l'employeur. Mais dans tous les cas, peu importe où tu es pendant ton arrêt, tu devras respecter les heures de sortie qui ont été autorisées par le médecin. Ces horaires, elles sont précisées sur ton arrêt de travail et il y a 3 catégories. Soit les sorties ne sont pas autorisées, dans ce cas-là tu devras rester à l'adresse que tu as renseignée sur ton arrêt, soit les sorties sont autorisées, dans ce cas-là il faudra que tu sois à l'adresse de 9h à 11h et de 14h à 16h. Et enfin, troisième cas, si jamais les sorties sont libres, dans ce cas-là tu peux sortir quand tu veux sans restriction d'horaire. Sachant que si tu ne respectes pas ces obligations, en cas de contrôle tu risques une suspension de tes indemnités. En gros, on arrêtera de te verser les indemnités qui viennent compenser ton salaire pendant ton arrêt maladie. Imagine un jour tu te fais cambrioler et t'arrives à maîtriser un des cambrioleurs. Comment ça? Bah genre tu le stoppes, tu le neutralises pour que quand les flics arrivent, ils puissent l'interpeller. Mais du coup si tu l'empêches de partir, c'est de la séquestration, regarde. J'ai réussi à en maîtriser un, les deux autres sont partis. Je l'ai maintenu donc à mon domicile, j'ai appelé la police. Les policiers sont arrivés, ils l'ont embarqué, mais ils m'ont embarqué aussi pour séquestration. Ah merde. Donc si t'es victime d'une infraction, t'as pas le droit d'arrêter la personne dans l'attente de la police? Si, tu peux. Si tu es victime ou témoin d'une infraction pénale, tu peux procéder à l'arrestation de la personne. Ça, c'est l'article 73 du Code de procédure pénale qui dit que, dans les cas de crimes flagrants ou de délits flagrants punis d'une peine d'emprisonnement,
toute personne a qualité pour appréhender l'auteur et pour le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. Il y a plusieurs choses à dire. Déjà, faut un crime ou délit flagrant. La flagrance, en droit pénal, c'est quand l'infraction est en train de se commettre ou vient tout juste de se commettre. Donc il faut que l'infraction dont tu es témoin, temporellement, elle soit toute proche. Ensuite, si l'infraction dont tu es témoin c'est un délit, il faut que ce soit un délit puni d'emprisonnement. Donc c'est réservé à des infractions plutôt graves, comme par exemple des violences, des vols, etc. Ensuite, truc fondamental pour que ton arrestation soit légale, c'est que dès que tu as immobilisé la personne, dès que tu l'as arrêtée, il faut que tu préviennes immédiatement les forces de l'ordre, ou bien que tu emmènes tout de suite le suspect au commissariat ou à la gendarmerie. Et ça c'est vraiment hyper important comme truc, parce que si c'est pas immédiat, ton action devient un crime, et tu risques 20 ans de réclusion criminelle. Enfin, dans le cadre d'une arrestation. Pour pouvoir immobiliser la personne, il va très probablement falloir que tu utilises la force. Cet usage de la force, il est autorisé, par contre, il faut que la force soit impérativement proportionnée aux circonstances de l'arrestation. Par exemple, des cambrioleurs viennent la nuit chez toi, tu prends un fusil pour pouvoir les arrêter dans l'attente de la police. Pour que ton action soit légale, il faudra que tu prouves que ce que tu as fait, c'était absolument nécessaire dans ta situation. Et surtout que des moyens moins élevés n'étaient pas suffisants dans les circonstances précises de ta situation. Franchement, mon proprio, il se fout tellement de moi, c'est abusé à ce stade. Comment ça? Bah tu sais, j'ai quitté mon appartement il y a quelques temps. Et alors, ça s'est mal passé? Bah ça fait des mois que j'essaie de récupérer ma caution. Il répond plus à mes appels ni à mes mails. Bref, il veut pas me rendre mon argent. Sauf que j'en ai vraiment besoin en fait. Ah ouais, j'avoue. Bah en soi, s'il te répond pas et qu'il laisse traîner le truc, arrête de gâcher de l'énergie, franchement, laisse tomber, tu récupéreras jamais ton argent. N'abandonne pas. Parce qu'en fonction du montant de la somme que te doit ton propriétaire, les démarches pour récupérer ton argent peuvent être gratuites. Donc ça vaut vraiment le coup d'essayer. Quand tu quittes ton logement, le délai sous lequel ton propriétaire doit te rendre ta caution, il change selon les cas. Par exemple, si l'état des lieux de sortie est considéré comme conforme, c'est 1 mois. Par contre, si l'état des lieux de sortie est non conforme, donc en gros l'état des lieux révèle que c'est plus le même état que lorsque tu es arrivé, dans ce cas-là, le propriétaire a 2 mois pour te rendre ta caution. Si jamais ça t'arrive, première chose à faire, tu envoies un courrier à ton propriétaire pour le mettre en demeure de te rendre l'argent. Ensuite, autre truc à savoir, si jamais ton propriétaire ne te rend pas ta caution dans le délai qui lui est imparti, il te doit des intérêts de retard. Et en gros, pour chaque mois de retard, ton propriétaire te devra 10% du loyer en plus. Sachant que quand on dit mois de retard, on parle de mois de retard commencé. Maintenant, imaginons que tu envoies ton recommandé et que ça ne change strictement rien, qu'il ne te rende toujours pas ta caution. Dans ce cas-là, en fonction du montant que te doit ton propriétaire, t'as 2 types de démarches. Si le montant il est inférieur à 5 000 €, tu dois engager une procédure de conciliation, et cette procédure, elle est obligatoire avant que tu puisses saisir le juge, sachant que cette procédure, elle est gratuite. Si le montant, il est supérieur à 5 000 €, là, tu peux aller voir le juge directement, mais tu peux quand même passer par de la conciliation avant, parce que ça peut permettre de régler le problème sans avoir à aller devant un juge. Et dernier truc à savoir, tu as 3 ans à partir du moment où tu aurais dû récupérer ton dépôt de garantie, donc ta caution, pour saisir le juge et pour en réclamer judiciairement le paiement. Au-delà de ces 3 ans, tu ne pourras plus agir et tu ne pourras plus réclamer le paiement de cet argent. Petite précision, là la vidéo ça concerne les logements meublés. Et j'en ferai une autre pour les logements vides parce que c'est pas exactement les mêmes règles. Je vais bientôt déménager, je dois quitter mon appart là. Mais franchement j'ai trop le seum, je me suis fait avoir. Pourquoi? Bah tu sais, je suis dans un meublé, donc normalement c'est 1 mois de préavis, ok. Dans mon contrat il y a écrit 3 mois de préavis. Et j'ai évidemment pas capté quand j'ai signé. Ah merde, je suppose que comme t'as signé 3 mois dans ton contrat, bah maintenant c'est ça qui s'applique. Et non, le préavis pour résilier un bail meublé, c'est 1 mois. Ça c'est l'article 25-8 d'une loi de 1989. Mais l'article 25-3 de cette loi dit que tous les textes qui sont dans le chapitre, dans lequel il y a l'article qui dit ce sera 1 mois, sont d'ordre public. Et en gros, quand on dit d'un texte qu'il est d'ordre public, ça veut dire qu'on peut pas écarter l'application de ce texte par un contrat. Parce qu'en gros, son application est obligatoire, grosso modo dans tous les cas. Donc si tu es dans un logement meublé, que tu veux déménager, mais que sur ton contrat, sur ton bail, il y a écrit que le délai de préavis c'est 3 mois, comme le délai de préavis d'1 mois est d'ordre public, c'est ce délai-là d'1 mois qui doit s'appliquer. Donc quand tu envoies ta lettre de préavis, tu auras juste à mentionner que le délai de préavis qui court, il est d'1 mois. Pas besoin de faire d'autre chose de particulier en théorie, sachant que si t'es dans cette situation-là et que t'es pas hyper à l'aise ou que t'as des difficultés à écrire ta lettre, sur le site servicepublic.fr, il y a un modèle de lettre. En gros, tu remplis juste tes informations dans des cases et la lettre se fait automatiquement en incluant justement dans la lettre une petite phrase qui dit que comme c'est un bail meublé, c'est 1 mois de préavis, même si les dispositions du contrat prévoient autre chose. Donc n'hésitez pas à l'utiliser si vous en avez besoin, franchement, il est vraiment bien. Imagine, t'es marié, mais ton mari ou ta femme ne veut jamais avoir de relations sexuelles avec toi. Et alors, ils ont bien le droit de pas vouloir, non? Oui, mais imagine, c'est jamais, vous n'avez aucune relation. Ah, dans ce cas-là, t'as qu'à demander le divorce alors. Non, impossible, pas pour ça quand même. Et si tu peux. L'article 215 du Code civil prévoit que les époux doivent partager une communauté de vie. Ça implique 2 choses, vivre ensemble, donc une communauté de toit, et avoir des rapports sexuels, donc une communauté de lit. Et cette communauté de lit, grosso modo, c'est le devoir conjugal. Il implique 2 dimensions, s'abstenir d'avoir des rapports avec les tiers, donc être fidèle,
elle et avoir des rapports sexuels avec le conjoint. Ce devoir conjugal, il est d'ordre public, ce qui veut dire que les époux, ils ne peuvent pas prévoir dans un contrat, mettre d'accord, qu'ils n'auront pas de relations sexuelles. Sinon, ce contrat, il serait considéré comme nul. Donc, ce devoir conjugal, il doit exister et il doit être régulier. Donc, le juge peut prononcer des divorces si jamais ce devoir conjugal n'est pas satisfait au sein du couple. Donc, si ton mari ou ta femme refuse d'avoir des rapports, ça constitue une faute qui peut justifier le divorce. Par exemple, des divorces ont déjà été prononcés parce qu'une femme imposait des limitations du nombre de rapports sexuels à son mari, ou dans un autre cas, en 2021, le juge a prononcé le divorce pour faute parce qu'une femme de 66 ans refusait d'avoir des rapports avec son mari depuis 8 ans. Donc, le juge a considéré que ça constituait une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage. Sachant que refuser d'accomplir ce devoir conjugal, ça peut également justifier le versement de dommages et intérêts. Par exemple, en 2011, un juge avait condamné un mari qui délaissait sexuellement sa femme depuis plus de 5 ans à verser à sa femme 10 000 € de dommages et intérêts. Imagine, tu te maries et un jour t'apprends que ton gars il te trompe. Tu fais quoi? Bah j'espère pas pour lui, puisque moi je porte plainte. Porter plainte? Mais n'importe quoi, l'infidélité c'est pas interdit. Bah bien sûr que si, regarde, dans le code civil, il y a bien écrit que les époux ils se doivent fidélité, non? Et non, l'adultère, donc l'infidélité entre époux, avant c'était puni par le code pénal. Les femmes risquaient de la prison et les hommes une amende. Mais cette infraction, elle a été supprimée en 1976, donc aujourd'hui, même si le code civil prévoit bien que les époux ils se doivent fidélité, rien ne punit l'adultère. Parce que quand on parle de punition, on parle de droit pénal, et il n'y a rien dans le code pénal qui vient punir l'adultère. Et donc comme l'adultère n'est plus une infraction pénale, tu ne peux pas porter plainte pour adultère. Par contre l'adultère, il va avoir des conséquences au niveau du divorce, mais c'est tout. Donc si tu es marié ou même si tu n'es pas marié, tu ne peux pas faire sanctionner une infidélité si on te trompe. Tout ce que tu peux faire, c'est demander réparation au civil du préjudice que tu subis du fait de l'infidélité. Par exemple, la réparation de tes souffrances morales. Mais pour obtenir réparation, il va falloir que tu prouves ton préjudice. Donc l'indemnisation, elle va pas se faire au doigt mouillé. Elle te rendra probablement pas riche, et dans tous les cas, elle aura pour unique but de réparer le dommage que tu as subi, mais à aucun moment son but sera de sanctionner l'infidélité.